la résistance s'organise. Le rôle de l'imam Ibn Badis dans le chemin vers l'indépendance de l'Algérie a été fondamental. Durant sa vie, il a défendu l'identité arabo-musulmane de sa patrie. Il a refusé que les Algériens perdent leur identité par le biais de l'assimilation tant chérie par la France. Ce rôle fondamental d'Ibn Badis ne s'illustre que si nous comprenons l'histoire de l'Algérie et de la colonisation française, vieille de quelques 130 années. Durant cette période, les Algériens ont été humiliés, exilés, emprisonnés, assassinés, et leurs biens et leurs terres spoliés. La France a combattu l'islam et l'arabité parce qu'elle estimait qu'en éliminant ces deux facteurs, outre le nationalisme, les Algériens seraient plus dociles et plus enclins à accepter l'occupation. Elle aspira aussi à asseoir la suprématie chrétienne. Or, ce sont ces valeurs, la fidélité à l'islam, l'arabisme et le nationalisme, qu'Ibn Badis va défendre durant toute sa vie. Mais pour l'instant, revenons à l'épisode de la colonisation et voyons quelle a été la réaction des Algériens face à celle-ci. Les Algériens ne sont pas restés les bras croisés face aux colonisateurs français. Ils ont résisté autant qu'ils ont pu. La colonisation s'est donc heurtée à un peuple fier et solide qui comptera de nombreux martyrs, qui mettra également en lumière de fortes personnalités et des leaders exemplaires qui lutteront avec beaucoup de courage et de volonté. C'est le cas de l'émir Abdelkader. Il se retrouve de façon inattendue à mener la résistance contre la colonisation. En effet, lorsque l'armée française arrive à Oran en janvier 1831, le père d'Abdelkader est chargé de mener une campagne de harcèlement. Il appelle au djihad et son fils Abdelkader participe avec lui aux premières attaques sous les murs de la ville. C'est à ce moment qu'il apparaît au premier plan. Lors d'une réunion des tribus de l'Ouest en 1832, il est élu sultan. Mais le jeune chef se contente du titre d'émir, car il reconnaît la suprématie du sultan du Maroc. En un an, grâce à une combinaison de raids punitifs et de politiques prudentes, Abdelkader réussit à unir les tribus de la région et à rétablir la sécurité. Il est efficace en pratiquant la guérilla, et pendant une décennie, jusqu'en 1842, il remporte de nombreuses batailles. Il signe souvent des trêves tactiques avec les Français, mais celles-ci ne durent pas. Il est aussi connu pour sa chevalerie. Il lui est arrivé de libérer ses captifs français, simplement parce qu'il n'avait pas de quoi les nourrir convenablement. Abdelkader fait preuve de leadership politique et militaire et agit comme un administrateur compétent et un orateur persuasif. Sa foi fervente est incontestée. Jusqu'au début de l'an 1842, la lutte est en sa faveur. Mais la résistance est réprimée par le maréchal Bugeaud. Les armées françaises oppriment brutalement la population indigène et pratiquent la politique de la terre brûlée dans la campagne pour forcer les habitants à mourir de faim afin de déserter leur chef. En fin de compte, Abdelkader échoue à obtenir le soutien des tribus de l'Est, ce qui contribue à l'étouffement de la rébellion. Le 21 décembre 1847, Abdelkader se rend, en échange de la promesse qu'il serait autorisé à aller en Orient. Mais le gouvernement français refuse d'honorer sa promesse. Ce n'est pas la première fois ni la dernière. Abdelkader est envoyé en France, où il est gardé en captivité, jusqu'à ce que Napoléon III le libère, le 16 octobre 1852. L'émir Abdelkader aura conduit la révolution algérienne durant 15 années, de 1832 à 1847. Mais il y a d'autres noms à retenir. Le dernier bey de Constantine, Ahmed Bey, a dirigé une résistance farouche contre l'expansion française de 1837 à 1848. Il inspirera les nationalistes et révolutionnaires algériens. Ahmed Ben Salam, lieutenant de l'émir Abdelkader, mènera la résistance à l'Arwat de 1848 à 1849. Mohammed ibn Abdillah, connu sous le surnom de Boumarza, l'homme à la chèvre, sera le chef d'une grande insurrection de 1845 à 1847. Sous le leadership de l'Ella Fatman Soumer, les Kabyles se soulèveront héroïquement. Le shérif Boubarla luttera de 1851 jusqu'à sa mort en 1854. Citons aussi la révolte de la tribu Ouled Sidi Cheikh de 1868 à 1881, le Cheikh el-Mokrani et le Cheikh el-Haddad de 1871 à 1872. Enfin, de 1881 à 1883, le Cheikh Bouamama, issu des Ouled Sidi Cheikh. À cela s'ajoutent d'autres soldats et martyrs inconnus. Ils demeurent certes inconnus, mais ils n'en sont pas moins les descendants de Khalid ibn al-Walid, de Saad ibn Abi Waqqas,
et de Uqba ibn Nafia et de Tariq ibn Ziyad. Oui, les Algériens ont refusé la colonisation française et ils ont résisté de toutes leurs forces. Mais la plupart de ces révolutions et résistances populaires ont été éteintes à cause du déséquilibre des forces et du manque d'unité et d'organisation. En revanche, l'armée française était bien organisée et possédait les armes les plus modernes et les plus sophistiquées. D'un autre côté, s'il y a eu défaite militaire, il y a eu succès moral et éthique. En effet, malgré les nombreuses tentatives d'éloigner le peuple algérien de ses valeurs, afin de le convertir au christianisme, il est resté fidèle à l'islam. Et s'il est vrai que les révolutions populaires ont échoué à le libérer du joug de la colonisation, elles lui ont quand même permis de le rendre fier de sa religion, de sa langue, de sa culture et de son identité. Ces mouvements représentaient pour les Algériens un flambeau éclairant la voie de la dignité. Si sa flamme vacillait par moments, elle pouvait aussi se changer en brasier ardent à d'autres moments. Aussi les révolutions et autres actes de résistance populaire se sont-ils succédés sans jamais s'interrompre jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962.